pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Cérémonie empreinte de reconnaissance, le président de la transition décerne des médailles aux chauffeurs et pétroliers qui ont joué un rôle déterminant dans la gestion de la crise du carburant. Malgré des conditions difficiles, ils ont assuré la continuité de la distribution du carburant, contribuant ainsi à préserver les services essentiels et à soutenir la résilience du pays face à la crise. Sécurité renforcée à Koulikoro, le ministre Daoud Ali Mohamedine inaugure le nouveau commissariat de police de Koulikoro-Gare pour offrir de meilleures conditions de travail aux agents, une reconstruction évaluée à 304 millions de francs CFA. SIAM 2025, les ministres en charge de l'artisanat et de l'entrepreneuriat national dévoilent les stratégies gouvernementales pour élever les défis du consommé local et valoriser les produits artisanaux. C'était lors d'un panel au cours duquel les grandes orientations ont été dressées pour renforcer l'artisanat, dynamiser l'entrepreneuriat national et promouvoir le consommé local. Cérémonie funèbre en hommage au patriarche El Hadj Ahmed Niang à Akaï, autorités, familles et proches saluent sa contribution exceptionnelle à la vie religieuse et sociale du Mali. Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de suivre la grande édition de ORTM 1, direction Koulouba. Aujourd'hui, à Koulouba, la nation a rendu un hommage particulier à ceux qui, avec une détermination exemplaire, ont permis à notre pays de faire face à la crise de carburant. Les chauffeurs et les pétroliers à l'honneur ont assuré la continuité de l'approvisionnement. Ils ont reçu les médailles des mains du président de la transition pour la reconnaissance d'un engagement et d'un sacrifice consenti au bénéfice de la nation. Un travail accompli avec rigueur, loyauté et résilience. Les temps forts de cette remise avec Yaya incessamment. Aussi, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé hier une audience à Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération AES du Burkina Faso. L'émissaire burkinabé était porteur d'un message officiel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À sa sortie d'audience, il s'est exprimé au micro de Garibou Pérou. Nous l'écoutons. Vous nous permettez de saluer et de signifier notre profonde reconnaissance à son Excellence, le président de la Confédération des États du Sahel, pour la disponibilité et l'ensemble des conditions réunies pour nous recevoir afin de nous permettre de lui transmettre le message. Et pour finir, c'est en même temps inviter l'ensemble des peuples de l'espace du Sahel qui constitue un peuple dans un espace et un avenir commun, de renforcer la solidarité, de renforcer l'unité, de renforcer la cohésion afin d'accompagner de façon ferme les trois chefs d'État au niveau de la Confédération des États du Sahel. Prenant particulièrement le Mali, vous savez très bien que quand on regarde dans l'histoire, c'est un pays qui a été au cœur d'un certain nombre de décisions dans le combat africain engagé pour la libération des peuples africains. Je ne vais pas faire beaucoup de rappels, mais vous savez très bien que le Mali
a connu le battement cardiaque en 1959 de la Fédération du Mali qui devait permettre aux pays africains, surtout francophones, de parler de la même voix. Vous constaterez également que c'est avec le même Mali, ex-Mandingue, qu'il y a eu la première déclaration universelle des droits de l'homme, appelée Charte de Kouroukanfouga, en 1236. C'est encore le même Mali qui a permis à l'Afrique de mettre le premier pied sur la terre américaine en 1312, 180 ans avant Christophe Colomb. C'est encore le même Mandingue, actuel Mali, qu'il y a eu la rencontre de création du Rassemblement démocratique africain en 1946. Et c'est encore le même Mali où il y a eu le 16 septembre 2023 la création de l'Alliance des États du Sahel à travers l'appréciation de la charte du Liptako Gourma. Nous, on ne peut qu'être très fiers qu'on nous transmette un message fraternel par nos modestes personnes, et transmettre un message de vive voix, de fraternité entre les deux chefs d'État. C'était à l'instant Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération AES de Burkina Faso, qui était au micro de Garibou Pérou. Je le disais au début de cette édition, aujourd'hui à Koulouba, la nation a rendu un hommage particulier à ceux qui, avec une détermination exemplaire, ont permis à notre pays de faire face à la crise du carburant. Les chauffeurs et les pétroliers à l'honneur ont assuré la continuité de l'approvisionnement. Ils ont reçu des médailles des mains du président de la transition pour la reconnaissance d'un engagement et d'un sacrifice consenti au bénéfice de la nation. Un travail accompli avec rigueur, loyauté, résilience. Les temps forts de cette remise avec Yaya Konaté. Ils sont les héros de l'ombre du dernier épisode en date de la guerre que livrent les forces du mal à notre pays, la guerre des hydrocarbures. Ils ont été en première ligne du combat et ont par leur engagement permis à l'État de maintenir l'approvisionnement du pays en bravant l'insécurité sur les corridors au prix de coûteuses vies humaines et de milliards de francs CFA partis en fumée. Un engagement qui a permis au pays de rester debout au moment où les mauvaises langues s'acharnaient à lui prédire le pire. Oui, mesdames, messieurs, syndicalistes, chauffeurs et opérateurs pétroliers, à un moment où les oiseaux de mauvais augure aiguisaient griffes et becs, pensant festoyer sur la dépouille du Grand Mali, conjoncturant sur notre funeste sort, vous avez partagé et suivi les instructions éclairées du président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et comme vos intrépides ancêtres, vous avez fait comprendre à ces prédateurs que le roseau Mali plie, mais n'auront jamais, que notre navire peut tanguer fortement par temps contraire, mais ne chavire jamais. À ces pétroliers et routiers méritants, la nation aujourd'hui reconnaissante ouvre le livre du mérite national pour y inscrire leur nom. Ils sont opérateurs pétroliers, responsables syndicaux, chauffeurs ou apprentis blessés ou décédés à recevoir des médailles des mains du président de la transition. Plus d'une quinzaine d'opérateurs pétroliers et de responsables syndicaux sont ainsi faits chevaliers de l'ordre national du Mali, tandis que plus de la trentaine de chauffeurs et apprentis blessés reçoivent la médaille d'argent du mérite national avec effigie Lion debout, même médaille décernée à titre posthume à ceux d'entre eux qui ont perdu la vie, qu'ils soient des nationaux ou des étrangers. Et le grand chancelier des ordres nationaux de louer la bravoure de ces acteurs de la crise. Vous avez pris les routes pour soulager votre peuple au péril de votre vie, au prix de votre vie. Vous avez ressassé l'histoire de la résistance à la pénétration coloniale. Vous avez refait Tcharoï et vous vous êtes dit, la honte n'est pas dans notre vocabulaire. La servitude n'est pas dans notre culture. De Dakar à Bamako, d'Abidjan, San Pedro à Bamako, à
avec l'accompagnement des intrépides et dignes femmes, vous avez défié les obscurantistes, pas pour vous prouver à vous-même que vous étiez téméraire, mais parce que votre peuple avait besoin de vous, que c'est un devoir patriotique de passer des nuits blanches, des journées entières à veiller sur vos chargements, sur la vie de vos compagnes, avec cette idée fixe: le Mali aura son carburant. Pour le grand chancelier des ordres nationaux, ces médailles sont un signe, celui de l'attachement du grand maître des ordres nationaux, le président de la transition, à la reconnaissance du mérite de ceux qui incarnent les valeurs de la nation. Ceux qui sont tombés dans cette charge que vous, les pétroliers, chauffeurs et syndicalistes, ont menée contre les ennemis du Mali, sont des héros. Des exemples à suivre. Ils resteront à jamais dans la mémoire collective des Maliens. Les Maliens se souviendront toujours de leur sacrifice pour que vivent dans la dignité et la souveraineté leurs frères et sœurs, leurs enfants. C'est cette foi inébranlable à un avenir radieux pour le Mali. Ce refus obstiné d'abandonner, d'abdiguer devant les difficultés, cette hargne a mené à bon port votre mission pour votre dignité et celle de vos concitoyens, que le peuple malien, à travers le grand maître des ordres nationaux, a admiré et a tenu à saluer en vous décernant ces décorations. Ces médailles, distinguées et récipiendaires, sont le symbole de l'attachement du grand maître des ordres nationaux à la préservation de notre dignité d'homme et de notre existence en tant qu'entité indépendante et souveraine. Moment de joie et d'émotion pour les récipiendaires. Le secrétaire exécutif du groupement malien des professionnels du pétrole, GMPP, a noté avec fierté l'union sacrée que la crise a suscitée au sein de la société malienne. Il a également salué les autorités de la transition pour leur clairvoyance et le peuple malien qui a fait preuve de résilience. Je voudrais témoigner ici notre profonde gratitude à son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta. Au gouvernement et au peuple malien pour la reconnaissance de la nation à notre égard, pour notre contribution à l'accompagnement de notre vaillante armée à aider à la stabilisation de notre chère patrie. Monsieur le président de la transition, chef de l'État, c'est le lieu de vous dire que le peuple malien a su aussi démontrer à suffisance au monde entier sa grande capacité de résilience à relever avec courage et persévérance le défi insécuritaire que des criminels sans foi ni religion lui ont lancé. Pensée pieuse pour les victimes de cet énième épisode de la crise, la minute de silence à la mémoire des chauffeurs et apprentis disparus et des militaires tombés sur le champ d'honneur. Les pétroliers du Mali ont profité de l'occasion pour renouveler leur engagement à poursuivre leurs efforts pour accompagner les autorités dans la marche vers la souveraineté et l'indépendance véritable de notre pays. Suivons à présent quelques réactions après cette remise de médailles. Notre reporter Yaya Konaté a attendu son micro à quelques récipiendaires. Je vous propose d'écouter Hamza Han, opérateur minier, pétrolier, et Sadio Batili, opérateur pétrolier. Ils sont reconnaissants envers les autorités et plus que jamais déterminés à poursuivre la mission. Suivons. La cérémonie fut vraiment impressionnante. Un chef d'État très motivé et encourageant. Vraiment, on le remercie et on remercie tout le peuple malien de nous avoir donné cette décoration. C'est un sentiment de satisfaction au fait de renouer encore le travail afin de pouvoir satisfaire le besoin du peuple malien. Tous azimuts, tous les pétroliers et les
opérateurs pétroliers et tous les syndicats également. On s'imagine que ça n'a pas été facile pour vous. Évidemment, mais grâce à Dieu, on a pu tenir. Et puis voilà, avec la persévérance, le courage et surtout aussi l'accompagnement de nos plus hautes autorités et les forces militaires aussi, ça nous a permis de tenir et atténuer vraiment cette souffrance vis-à-vis de la crise hydrocarbure au Mali. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Nous allons encore redoubler l'effort, la vigilance et aussi de donner vraiment meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir mettre tous nos ressources financières et ressources humaines en service de ce secteur clé énergétique qu'est le secteur hydrocarbure pour pouvoir vraiment apporter une satisfaction à tout le peuple et redécoller l'économie nationale. Je suis humblement honoré de cette distinction. Je remercie son Excellence général d'armée, M. Assimi Goïta. Je remercie l'ensemble des gouvernements. Je remercie tous les opérateurs maliens de nous avoir fait confiance. Nous allons continuer à travailler, à soutenir notre pays Maliba. Et que Dieu bénisse le Mali. Et je profite de prier pour le repos éternel de notre cher papa, Michel Eladj Amé Nyang, que Dieu l'accueille dans son paradis. Alors, la gestion de la crise, elle a été difficile pour vous, pétrolier? Oui, le début, ça a été vraiment difficile, mais plus nous adaptons, ensemble, nous pouvons. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Et nous allons toujours continuer à soutenir notre pays Mali. C'est notre Mali et c'est nous, aujourd'hui, les jeunes opérateurs économiques dans ces pays-là, qu'on doit se donner toujours la main pour relever les défis. Et puis, nous allons aussi continuer à encourager d'autres acteurs aussi de nous aider à se donner la main pour continuer à parler la même voix pour pouvoir aider notre pays dans les moments difficiles. D'accord, vous êtes optimiste pour la suite? Je suis très optimiste. Aujourd'hui, tout va bien. Alhamdoulilah, on remercie le bon Dieu. Et tout se passe bien. Et les chauffeurs, les convois arrivent. Et puis les chauffeurs sont en sécurité. Donc on est en train d'approvisionner le pays. Et en tout cas, nous remercions aussi notre force d'armée FAMA. Vraiment tout ce qu'ils sont en train de faire pour sécuriser les biens de la population. On les remercie beaucoup aussi pour leur bravoure. Je le disais en titre, 304 millions de francs CFA ont été débloqués par l'État pour donner un nouveau visage au commissariat de police de Koulikoro-Gare, inauguré ce vendredi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce commissariat de police améliorera davantage les conditions de travail des agents dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les criminalités de tout genre. Depuis Koulikoro, Boubacar Sissoko et Amadou Tchokari. Le commissariat de la police nationale de Koulikoro-Gare était dans une dégradation avancée. La tutelle a mis fin à ce cauchemar en le reconstruisant entièrement pour mettre les agents de police à l'abri des aléas et leur offrir du coup des locaux adéquats. L'inauguration de ce joyau architectural est un ouf de soulagement et pour la population et pour les agents de police. Sa construction se justifie à plus d'un titre. Rapporté à l'échelle de sa position géographique, il est placé au cœur de la ville de Koulikoro. La déclinaison des contours de son secteur de compétences nous donnera une idée précise de son importance stratégique dans le combat contre la criminalité, le banditisme et toute autre forme de crime organisé, en l'occurrence le terrorisme dans la localité. M'adressant à la population de Koulikoro, je vous exhorte à un comportement citoyen. Ces bâtiments flambant neufs sont construits sur financement du budget national à plus de 304 millions de francs CFA. Les travaux ont été exécutés en 8 mois par l'entreprise Dynamique BTP. Aujourd'hui, nous sommes à Koulikoro. Demain, nous serons ailleurs. Toujours, nous serons sur le terrain, en permanence et aussi longtemps que notre force
et nos moyens nous le permettront, nous continuons de réaliser des infrastructures modernes pour loger de neuf les forces de sécurité. C'est ce que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a instruit au gouvernement et à la hiérarchie militaire. La collaboration entre les agents de police et les habitants de la cité du Méguétan est un impératif. Elle favorise le renforcement de la sécurité et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Chaque policier doit savoir que la population constitue son binôme naturel. L'écoute réciproque et le professionnalisme doivent constituer la toile de fond de ses interactions quotidiennes avec cette population. La réussite de sa mission en dépend. Tel est mon vœu, le paradigme de la police de répression doit progressivement faire place dans la conscience de nos concitoyens à une police qui écoute, qui conseille et qui éduque. Nous y travaillons sans relâche. Ce commissariat de police de Koulikoro-Gare est bâti sur une superficie de 2000 m². Il comporte 3 principaux bâtiments avec des bureaux, une salle de réunion, un parking auto, un château d'eau et bien d'autres commodités. Et à présent, le contenu de ce communiqué, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle que l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice est une pratique courante pendant les fêtes de fin d'année qui peut avoir de graves conséquences en raison de l'importance liée à leur manipulation et de leur caractère festif et amusant. Les pétards et autres feux d'artifice constituent un réel danger aussi bien pour l'environnement que pour la sécurité et la quiétude des populations. Ils peuvent provoquer des incendies et entraîner des blessures, des dégâts matériels souvent très importants, voire des pertes en vie humaine. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile souligne que l'utilisation, la vente et la détention des pétards et autres feux d'artifice sont formellement interdites sur toute l'étendue du territoire national. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. Ainsi, les forces de sécurité veillent à l'application stricte de ces mesures. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a compté sur la bonne compréhension et la franche collaboration de la population et un appel à l'esprit civique de toutes et de tous. L'Union malienne Raoul Folero, une entité regroupant 14 organisations, vient de bénéficier dans le cadre du 3 décembre, Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, des kits alimentaires pour 100 foyers et 10 mototricycles grâce aux œuvres sociales du président de la transition. Les temps forts avec Aljumatina. Tout comme l'année dernière, l'Union malienne Raoul Folero, une structure composée de 14 organisations pour défendre les intérêts des malades blanchis de la lèpre, bénéficie des gestes de patriotisme et de solidarité du président de la transition à travers ses œuvres sociales. 10 motos tricycles et 100 kits alimentaires sont offerts à certains patients blanchis de la lèpre, cela dans le cadre du 3 décembre, Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Le président nous a instruit de ne pas se limiter à la seule journée du 3 décembre, de prendre tout le mois de décembre pour apporter sa solidarité et dire à ces personnes vivant avec handicap qui ne sont pas des fardeaux pour le président de la transition. C'est au contraire une source d'inspiration et d'encouragement pour lui. Il fera tout là où se trouve le Malien pour pouvoir aplanir les difficultés et apporter son aide et sa solidarité. Ce n'est pas une première fois, c'est la deuxième édition. Depuis l'année dernière, je pense qu'on a bénéficié les mêmes kits avec les œuvres sociales de la présidence de la République. Je pense que nous sommes très contents. Je crois que ça va être un ouf de soulagement par rapport au sein de l'association. Les bénéficiaires qui ont émis le vœu afin que les autorités puissent mettre l'accent chaque année sur la célébration de la Journée mondiale des personnes vivant avec un handicap et remercient le président de la transition pour son soutien et son humanisme à leur endroit. Un tour au Siama pour promouvoir le consommé local et valoriser les produits artisanaux. Un panel a été animé par le ministre en charge de l'artisanat et son collègue en charge de l'entrepreneuriat national. À cet effet, le thème choisi est artisanat et entrepreneuriat dans l'espace sahélien. Quel défi pour le consommé local? Les panélistes ont partagé avec l'assistance les stratégies et les orientations du gouvernement pour élever ce défi. Les précisions avec Bemba Sibi.
La promotion du consommé local est un impératif pour les États du Sahel. Elle revêt à la fois un enjeu économique mais surtout de souveraineté. Face à ces enjeux, une stratégie nationale de promotion du consommé local est en gestation. C'est une volonté politique pour encadrer les actions de 4 départements ministériels. Aujourd'hui, avoir un mécanisme bien structuré, cohérent et qui va répondre aux besoins de nos populations. Au-delà de cela, nos 2 départements, nous pouvons vraiment aujourd'hui améliorer le niveau de ces artisans en termes de formation et avoir des artisans mieux structurés et qui sont reconnus, qui peuvent compétir ici pour accéder au marché public, mais aussi à l'international. Déjà, le département en charge de l'entrepreneuriat appuie le secteur artisanal avec la formation, l'insertion professionnelle et l'appui entrepreneurial à travers le FAFPA et l'ANPE. Le ministre en charge de l'artisanat a axé sa communication sur le rôle des artisans dans cette dynamique de valorisation des produits artisanaux sahéliens. Ce qui reste maintenant, c'est la réponse des artisans qui s'élèvent, qui travaillent avec professionnalisme, qui nous donnent des produits de bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix. Parce que quand on parle de commande publique, on parle de rapport qualité-prix. Je les ai demandé de se préparer pour faire face à cette commande publique-là. Et la meilleure façon de se préparer, c'est d'être rigoureux, c'est d'être formalisé, c'est d'être bien formé, c'est d'avoir des produits bien finis, avec la bonne finition, avec le bon prix. Le panel de haut niveau a permis de comprendre que la volonté politique et l'engagement des artisans sont les facteurs clés pour relever les nombreux défis comme l'accès au financement, à la formation, à la certification ou encore à l'accès au marché public. Actualité AES au Niger, parlons de cette audience que le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a accordé aux membres de l'Observatoire national de la communication. Il a été question de régulation, de responsabilité et de lutte contre la désinformation. Le résumé avec Abdul Karim Maman Barmou. Cette audience du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, accordée aux membres de l'Observatoire national de la communication, intervient à un moment où la maîtrise de l'information et la crédibilité des médias sont devenus des enjeux stratégiques. Face au chef de l'État, les membres de la délégation ont fait le point de leur visite des médias publics et privés avant d'exprimer leur gratitude pour cette marque de confiance placée en eux pour garantir une communication professionnelle, éthique et au service de l'intérêt général. Le président de la République nous a parlé de l'attente, non pas de sa propre personne, mais l'attente du peuple entier. C'est-à-dire un pays qui doit être une citadelle contre toutes les mauvaises informations qui pullulent. Il faut reconnaître une chose, le président est garant de cette liberté d'expression. Il nous a prouvé qu'il n'en fera aucun ombrage. Il fera de son mieux pour accompagner, pour que ce pays soit refondé, mais sur des bases saines, sur le plan de la communication. Donc le président nous a donné carte blanche pour travailler dans le droit chemin de faire prospérer la liberté d'expression, mais la vraie information, celle qui est utile pour le pays, pour le peuple nigérien. Cette rencontre dense, franche et décisive rappelle que dans ce contexte de refondation, la bataille de l'information est non seulement une bataille pour la stabilité nationale, mais aussi une lutte contre la désinformation et le renforcement de la confiance entre médias, institutions et citoyens. Notant que l'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, Aliou Daouda. Et au Burkina Faso, le président de Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé à Ouagadougou hier jeudi le Conseil des ministres. Cette session ordinaire a examiné, adopté plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions, dont le rétablissement de la peine de mort et le relèvement des peines d'amende. Des précisions avec Lambert Soma.
Le Burkina Faso rétablit la peine de mort pour un certain nombre d'infractions. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un projet de loi portant code pénal. Selon le ministre de la Justice, Edaso Rodrigue Bayala, l'adoption de ce projet de loi s'inscrit dans une dynamique de réforme globale du secteur pour une justice qui répond aux aspirations profondes du peuple. Plusieurs innovations sont introduites dans le nouveau code. Le rétablissement de la peine de mort ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage. Le Conseil des ministres consacre également le travail d'intérêt général comme une peine principale et sanctionne la promotion et les pratiques homosexuelles et assimilées. Les peines d'amende au niveau de toutes les infractions connaissent également un relèvement, qu'il s'agisse des délits ou des crimes, et passent pour les minima de 250 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. En matière de circulation routière, les infractions ont été revues. Les peines ont été particulièrement à ce niveau revues à la hausse. Le prix de l'or à l'international, les investissements dans l'agriculture et dans les infrastructures ainsi que la reprise de l'industrialisation dans notre pays ont boosté l'économie. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État. Exercice 2025. À la date du 30 septembre, l'économie burkinabé se porte bien. Nous avons pu mobiliser en termes de ressources intérieures 2500 milliards, soit un taux de 105% par rapport aux prévisions, et soit une progression de 388 milliards entre septembre 2025 et septembre 2024. Nous pouvons être satisfaits du niveau d'exécution des dépenses en ce qui concerne la dette intérieure, parce que de janvier à fin novembre, il a été payé près de 1200 milliards de dettes intérieures. Pour les crimes économiques comme les détournements et les actes de corruption, les sanctions peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsque le montant détourné ou l'objet de l'infraction est supérieur ou égal à 5 milliards de francs CFA. Suite de ce journal avec cette formation des administrateurs de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, une formation sur l'analyse et l'interprétation des états financiers d'un compte de gestion. Ils bénéficieront également des notions sur les initiatives à envisager pour améliorer la performance de l'organisation. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. Le compte de gestion est un tableau de répartition des flux de trésorerie. Il permet de voir comment les fonds sont gérés pour atteindre les objectifs d'une organisation. D'où cette formation à l'endroit des administrateurs de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF. Conformément aux dispositions de l'article 163 du décret numéro 2018-009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique du Mali, il est essentiel pour un organe administratif de disposer des compétences nécessaires à la lecture et à l'interprétation des documents financiers. À ce titre, cette session de formation conçue pour renforcer les compétences des administrateurs de l'ONEF est l'aboutissement d'une des recommandations majeures du conseil d'administration aujourd'hui exécutée. Durant 2 jours, les administrateurs approfondiront leurs connaissances sur la présentation des différents états financiers, l'identification des composantes essentielles de ces états et leur utilité dans la communication financière. Ils auront également des notions sur l'étude des méthodes d'analyse financière. Les modules qui ont été cités, c'est des modules qui ont été demandés par les administrateurs eux-mêmes pour leur propre formation et pour pouvoir mieux servir. Je formule le vœu que ces modules suscitent un intérêt soutenu et qu'ils contribuent pleinement au renforcement de vos capacités techniques
pour une meilleure appréciation des états financiers d'un compte de gestion. L'Observatoire a pour mission de faire des études et de la recherche afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et actualisées sur le marché du travail. C'est là pour une meilleure régulation de ce marché. Célébration de la journée internationale des volontaires ce vendredi. Le thème national de cette journée est volontariat, levier de résilience nationale à la jeunesse malienne au cœur de la reconstruction de l'État. À cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a livré un message. Il est au micro d'Ibrahim Kaoukonaté et de Tchédje Kamara. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a d'abord magnifié les actions désintéressées de ceux qu'il appelle des combattants du développement. Cette année, le Mali a choisi un thème particulièrement significatif. Volontariat, levier de résilience nationale. La jeunesse malienne au cœur de la reconstruction de l'État. Ce thème traduit avec clarté l'ambition du gouvernement de placer la jeunesse et l'engagement citoyen au centre des politiques publiques, comme moteurs indispensables à la stabilisation, à la cohésion sociale et au développement durable de notre nation. Le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a aussi évoqué le thème retenu pour cette journée au niveau international. Au niveau international, le thème retenu par les Nations Unies pour l'édition 2025 et chaque contribution compte. Un appel fort, rappelant que chaque acte de volontariat, aussi modeste soit-il, participe à transformer durablement nos communautés et notre monde. Le ministre s'est réjoui des résultats enregistrés par son département au cours de l'année 2025. Au cours de cette année 2025, grâce au leadership de mon département et à l'engagement du gouvernement et de nos partenaires, nous avons enregistré une mobilisation extraordinaire autour du volontariat. Plus de 5000 jeunes venus de Bamako et des 19 régions du Mali ont pris part au camp national des brigades citoyennes. Les jeunes volontaires se sont mobilisés pour améliorer le cadre de vie des populations, mener les travaux de pavage et de dallage dans le cadre de l'initiative Neka Sikida, Neka Fasoko, renforcer la salubrité et l'embellissement urbain dans plusieurs communes, appuyer l'État dans la gestion concertée de la distribution du carburant à travers l'initiative Anjoro, une action citoyenne qui a renforcé la discipline, la confiance et la cohésion entre les autorités et la population. Le chef du département a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir toutes les initiatives de volontariat. Décembre, mois de renforcement de la riposte contre le VIH-Sida. À cette occasion, le REMAM+, le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, a initié une journée porte ouverte pour une sensibilisation sur la maladie. Un reportage de Aminata Zoumana Sako. Nous avons créé le Haut Conseil de lutte contre le sida en 2004. 2004-2025, ça fait 21 ans. Lorsqu'on commençait le VIH, le taux de séroprévalence au Mali était de 1,7%. Ensuite, ça a baissé à 1,3%, à 1,1%. Et aujourd'hui, le Mali est à 0,75%. Une baisse significative du taux de prévalence de VIH-Sida, selon l'ancien secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, qui ne doit cependant pas nous conduire à baisser la garde. Voilà qui justifie cette journée porte ouverte aux allures d'une séance de sensibilisation. C'est à l'initiative du RMA+ Mali, réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'objectif, c'est pour que le RMA+ puisse avoir une grande visibilité et montrer nos activités, ce qui se passe au réseau ici, et parler du réseau depuis sa création jusqu'à nos jours, parler des droits humains par des tables rondes avec les radios. Cette journée s'inscrit dans le cadre du mois de la lutte contre la maladie. Elle appuie donc aux actions entreprises par les autorités maliennes. Le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a fait de la lutte contre le VIH une de ses priorités.
Donc c'est pour cela, vraiment, nous avons pu atteindre vraiment cette baisse-là. Nous menons ces campagnes pourquoi? Nous menons ces campagnes pour d'avoir retrouvé les personnes séropositives. Et que ces personnes sachent qu'elles sont séropositives et les mettre sous traitement. Parce que c'est seulement à travers le dépistage qu'on sait qu'une personne est séropositive ou pas. Il s'agit là d'une synergie d'action visant à intensifier le combat contre ces fléaux qui touchent notamment les femmes et les jeunes, d'où les choix portés sur le ministre en charge de la jeunesse pour assurer le parrainage de la première semaine de ce mois. La lutte contre le VIH-Sida n'est pas seulement une question réservée au ministère de la Santé, c'est une question transversale parce qu'aujourd'hui la couche presque la plus touchée c'est la couche juvénile. Donc elle nous interpelle, nous sommes là à ce titre et nous sommes là pour accompagner toutes les actions qui vont être initiées durant tout ce mois de décembre. Ainsi, c'est parti pour une série d'activités que le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida se propose de mener courant ce mois de décembre. Et le Conservatoire des Arts et Multimédia Balafa Seki Kouyaté va abriter du 8 au 12 décembre 2025 la deuxième édition de la Semaine nationale d'harmonisation des symboles de l'État. L'initiative est du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Elle vise à mieux faire connaître par le grand public les symboles de l'État, leur utilisation et leur importance. Pour plus de détails, nous écoutons Mohamed Maouloud Najim, le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau. Il est au micro de Batraoré. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin. L'objectif principal de la semaine demeure la poursuite de l'information, de la formation, de la sensibilisation sur les symboles de l'État qui demeurent jusqu'à preuve du contraire peu connus et mal utilisés et quelquefois utilisés dans l'anarchie. Donc plus on va les faire connaître, plus on va informer et sensibiliser les populations et même les acteurs étatiques sur ces symboles et leur utilisation, plus on va atteindre l'objectif qui est de parvenir à les vulgariser et à les faire respecter. C'est des activités qui seront principalement à l'adresse des différents représentants du monde de la culture et des arts. Et ce sont des communications, des présentations, des représentations, des explications, des échanges entre ces acteurs et les responsables de l'organisation de la semaine pour mieux faire comprendre chacun des symboles que nous allons proposer à la diffusion et à la divulgation à l'occasion de cette semaine, à savoir le drapeau national, l'hymne national, la devise de la République, le sceau de l'État et les armoiries de la République. Retour à l'actualité régionale, le général de division Eladj Gamou poursuit sa mission à Aguelhok. Lors d'une visite aux personnes âgées, il a remis au nom du président de la transition des vivres et moyens financiers pour soutenir le retour des populations civiles. ORTM Kidal, Sidi El-Midi Ag Al-Baka et Moussa Togo. Aguelhok, situé à 151 km de la ville de Kidal, reçoit avec tous les honneurs le gouverneur de la 8e région administrative. Cette visite est un signal fort de la restauration de l'autorité de l'État. Elle vise surtout à encourager le retour des populations civiles au Bercail. On avait eu quand même une population qui était quand même prête à résister à tout ce qui est terrorisme, l'insécurité. Elle est prête aussi à travailler pour les cercles d'Aguelhok, pour la région de Kidal, pour la patrie, pour l'État malien. Donc ils les ont confirmé dans leur intervention. En tant que chef de fraction, en tant que chef de village, en tant que cadre tout court, en tant que femme, en tant que population, j'ai constaté que vraiment la population d'Aguelhok, la République peut compter sur la population d'Aguelhok. Je tiens à remercier les plus hautes autorités pour les efforts déployés au niveau des forces de défense et de sécurité qui a permis aux populations ici aujourd'hui résidents, on est venu pour s'imprégner des problèmes qu'ils traversent, en eau, en vivres et signaler le retour des populations.
Un élan soutenu par une série d'activités humanitaires au nom du président de la transition, le gouverneur de Kidal a tenu plusieurs réunions avec les chefs de fractions, les femmes et les jeunes pour fédérer toutes les forces vives du cercle d'Aguelhok au service du Mali, un et indivisible. Nous sommes maliens, monsieur le gouverneur, nous resterons maliens. Nous resterons maliens, ça je l'ai dit. Les nations ne sont pas parties. Elles ne sont pas parties. Elles ont peut-être été chassées de leur terroir. Mais par la grâce de Dieu et la visite du gouverneur et l'arrivée des femmes à les patrouilles, les populations commencent à revenir. Les populations chassées de chez elles commencent à revenir. Nous sommes bien sécurisés, la sécurisation est 100%. Nous sommes bien maliens. Vive les Mali, vive le général Gamou, vive tous les colonels et les commandants et la sécurité qui est là. On salue tout le monde, on salue la population. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. À Aguelhok, le gouverneur de Kidal, après avoir rendu visite aux chefferies traditionnelles et aux personnes âgées, toutes ces étapes ont été marquées par la remise au nom des autorités de la transition des enveloppes symboliques et des vivres aux vulnérables. Au nom de tous les bénéficiaires, personnes âgées, chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, les populations déplacées de retour chez elles, nous disons merci aux autorités de notre pays. Nous avons reçu des enveloppes, des vivres et même la prise en charge sanitaire, tout cela couplé à un dispositif sécuritaire à hauteur de souhait. Sincèrement, merci au président de la transition, merci au gouverneur de Kidal. En marge de la visite du gouverneur de Kidal à Aguelhok, il est agréable de constater le retour massif des populations civiles dans leur terroir afin d'apporter leur pierre à l'édifice. Bandiangara, 13 camions-citernes viennent d'arriver dans la région pour un ravitaillement en carburant. Gouverneur de région et plusieurs personnalités étaient à l'accueil. Un reportage de Agibou Koulibaly. À leur entrée dans la ville, les klaxons de camions-citernes ont attiré une foule nombreuse. Sekou Fofana, gérant de station, laisse éclater sa joie. Nous avons vu les camions-citernes du gasoil. Nous sommes très bien contents, mais nous attendons aussi pour l'essence. Vous avez vu, tous les chefs sont sortis pour applaudir, pour acclamer. Tellement nous sommes contents. Dans ce monde-là, qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas? D'ailleurs, on a oublié cette misère-là. Nous remercions d'abord le gouverneur, la transition, surtout le général Assimi Goïta. Merci, merci et merci sans fin. Et que c'est une journée exceptionnelle, une journée de joie à travers lui pour toute la communauté banyangaroise et en général pour la région. Et qu'il fait des bénédictions aux plus hautes autorités et à l'ensemble des autorités qui sont autour de nous. Du côté des femmes, les attentes étaient aussi tout pressantes. Nous sommes très ravis. Nous les femmes, nous souffrons. Ce carburant nous permettra d'amener nos enfants à l'école. Le prix du carburant sera aussi à la baisse. Nous félicitons et remercions nos autorités. Je peux dire que c'est un jour historique et spécial pour la ville de Bayangara et pour toute la région. Au nom de nos administrations qui n'ont ménagé aucun effort jour et nuit en nous accompagnant pour qu'aujourd'hui nous puissions voir ces citernes venir pour soutenir l'amélioration de la résilience de toute la communauté de Bayangara et en général de la région de Bayangara. Face à ces différents témoignages, le chef de l'exécutif régional salue une opération de coordination reçue. Pendant tout ce temps de rupture, nous avons vu une population qui a bien compris les enjeux du moment et qui a accepté toutes les rigueurs qui en étaient liées. Il faut que cette population soit réellement saluée. Le message que je voudrais leur passer, c'est de continuer dans la ténacité, dans le courage et dans la résilience. Nous accueillons du carburant qui va réellement stabiliser la région. Nous remercions vraiment les autorités. Aucune crainte n'est plus à l'ordre du jour. Les paysans qui font les échalotes seront dotés et seront régulièrement servis pour le bonheur du peuple malien et pour le bonheur de la population de Bandiangara. L'arrivée de ces 13 camions-citernes apparaît déjà comme un signal réconfortant, celui d'un quotidien qui se remet en marche et d'une région qui refuse la résignation.
Le projet Autonomisation des femmes et jeunes vient d'être lancé dans la capitale de l'Or-Blanc, financé à plus de 2 milliards de francs CFA. Ce projet participe à la croissance économique des régions de Koutiala et San, et c'est pour faire des appuis techniques et financiers sur le plan agricole à l'endroit des femmes et jeunes agriculteurs vulnérables. Le reportage de Brahima Koné et Amadou Dolo. C'est une nouvelle phase du projet Autonomisation des femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables des régions de Koutiala et San qui vient d'être lancé. L'objectif est de contribuer à une croissance économique inclusive et durable en cohérence avec les priorités nationales du pays. De façon spécifique, il vise à augmenter durablement de 30% le revenu annuel des femmes et les jeunes agriculteurs des régions de Koutiala et San, grâce à l'adoption de technologies climato-intelligentes et à leur intégration dans les chaînes de valeur agricoles résilientes. Augmenter l'accès sécurisé de 40% aux ressources productives, terre, eau et biofertilisants des femmes et des jeunes. Améliorer les systèmes alimentaires grâce à une réduction de 20% des carences nutritionnelles chez les ménages ciblés. Mis en œuvre par l'ONG Ahmed, le projet Autonomisation des femmes et des jeunes couvre les cercles de Koutiala, Konsegela, Kounyana, Mpesoba, Yoroso, Kimparana, San et Tominia. Il est financé à plus de 2,24 milliards de francs CFA par la coopération suisse et l'ONG Rise Against Hunger pour une durée de 4 ans. Le projet Autonomisation des femmes et des jeunes va permettre la transformation inclusive des chaînes de valeur agricoles, le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique et la promotion d'une gouvernance locale. Le projet contribue à bâtir des systèmes agricoles plus justes. Il constitue une réponse stratégique aux défis croisés de la pauvreté, de l'exclusion sociale et du changement climatique. Le projet Autonomisation des femmes et des jeunes devra aider les régions de Koutiala et San face aux défis liés aux impacts climatiques sévères et à une agriculture dépendante de la pluie. Il suscite un engagement collectif pour bâtir un développement rural inclusif, des systèmes économiques et résilients, des communautés où les femmes et les jeunes jouent pleinement leur rôle. Et à Sikasso, l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, dispose désormais d'un siège. La nouvelle antenne offre au public un cadre de travail adapté aux équipes techniques et administratives. Un reportage de Yuru Bala Diabaté et Taïrou Konaté. Cette coupure du ruban symbolique marque l'inauguration officielle du nouveau bureau de l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel. Une cérémonie au cours de laquelle les cadres appelés à servir l'institution ont été présentés. Située dans l'enceinte du conseil régional, la nouvelle antenne dispose d'infrastructures modernes conçues pour accueillir le public et offrir un cadre de travail adapté aux équipes techniques et administratives. À l'ère du numérique, les données personnelles sont devenues l'une des ressources les plus stratégiques de notre société. Elles sont au cœur de nos activités sociales, économiques, éducatives, sanitaires et administratives. Chaque jour, nous partageons des informations qui nous définissent, nous caractérisent et parfois révèlent des aspects sensibles de nos vies. Les protéger revient à protéger la personne humaine elle-même, sa dignité, son honneur, sa liberté et son avenir. Vous savez aujourd'hui que la communication a atteint un certain niveau de développement et il y a beaucoup de devoirs qui passent à travers cette communication qui aujourd'hui va jusqu'à ternir la bonne existence entre les communautés. L'ouverture de l'antenne régionale de Sikasso s'inscrit dans la volonté de l'APDP de renforcer la confiance numérique et de garantir aux citoyens un meilleur contrôle sur leurs informations personnelles. Depuis son installation, cette structure n'a cessé d'œuvrer pour garantir un usage responsable, sécurisé et légal des données à caractère personnel. La création des antennes régionales de Kaye, Sikasso, Ségou et Mopti par la délibération 2025-282 APD du 16 mai 2025 marque une étape décisive dans la politique de proximité de l'APDP. Avec cette nouvelle implantation, la région de Sikasso devient un pôle essentiel dans la politique nationale de protection des données, offrant aux populations une proximité accrue avec les services de l'APDP.
Et les préparatifs pour la participation de la région de Dioula à la biennale Tombouctou 2025 vont bon train. C'est le constat fait par le gouverneur de région qui a rendu une visite à la troupe. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Alassane Sankari. C'est une visite du gouverneur à la troupe qui doit représenter la région de Dioula à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Une visite pour s'assurer de l'état des préparatifs de la troupe. Des préparatifs qui sont très avancés selon les responsables en charge de cette activité. Nous avons fait des sélections dans la région. Ils sont des fils du tiroir, ils sont natifs, n'est-ce pas, de la région de Dioula. Donc la troupe est pratiquement constituée qui des fils de notre territoire, la région de Dioula. Nous sommes à l'internat depuis le 10 du mois passé, avec les numéros qui doivent être présentés en compétition. La danse traditionnelle a beaucoup avancé, l'orchestre aussi a beaucoup avancé, l'ensemble instrumental aussi, et la pièce et le solo de chant. C'est les 5 numéros qui vont entrer en compétition avec les autres régions à Tombouctou. Le gouverneur et sa délégation ont eu droit à la présentation de certains numéros, dont la pièce de théâtre, la musique d'orchestre et l'ensemble instrumental. L'état d'avancement des travaux est satisfaisant. On peut dire que nous sommes déjà prêts pour Tombouctou 2025. La troupe est bien prête sous le couvert du directeur régional de la culture que j'ai salué au passage pour son travail remarquable. Donc en fait, il n'y a aucun problème, tout est fin prêt. La danse traditionnelle et les solos de chant sont aussi pris en compte lors de ces préparatifs de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Et votre rendez-vous mensuel démêler le vrai du faux revient sur les narratifs qui dominent l'espace médiatique. En ligne de mire cette fois, l'offensive des médias étrangers, surtout occidentaux, contre le Mali. Un traitement qui appelle un décryptage. Voyons un extrait de démêler le vrai du faux avec Abdoulaye Keïta. Depuis le début de la pénurie de carburant, une véritable machine à sensation s'est mise en marche dans certains médias occidentaux. Articles alarmants, émissions dramatisées, titres catastrophiques et comme par hasard, tout cela a brusquement pris de l'ampleur dès l'annonce de la réduction du personnel diplomatique de l'ambassade de France. On a pu lire Bamako sous blocus djihadiste, le Mali bientôt sous contrôle djihadiste ou encore au Mali le chaos aggravé depuis le départ des Français. Mais il y a un détail que les médias occidentaux semblent avoir oublié. La réalité, ici, à Bamako, la vie continue. L'État fonctionne, les FAMA sont sur le terrain, les citoyens travaillent, se déplacent, vivent. Bref, rien à voir avec les films apocalyptiques qui circulent sur certains plateaux de télévision. Pour le démontrer, le RTM est allé sur le terrain. Caméra à main, journaliste au contact du quotidien, résultat, circulation fluide ou embouteillée, marché animé, quartier plein de vie, et rien qui ressemble au chaos décrit, juste la vraie vie, celle que vivent les Maliens au quotidien. À travers ces reportages, le RTM rappelle une chose simple, le catastrophisme fabriqué n'est pas un reflet du Mali, mais un récit destiné à effrayer, à troubler et à manipuler la perception ici comme dans la diaspora. Toutes ces cabales médiatiques contre notre État est du fake. Et vous pourrez suivre démêler le vrai du faux juste après ce journal dans nos programmes. À Caille, les cérémonies funèbres en hommage au patriarche El Hadj Amenyang ont eu lieu ce vendredi 5 décembre en présence de nombreuses personnalités dont le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Représentant le président de la transition, la nation lui a rendu un dernier hommage pour sa contribution et son engagement dans la vie religieuse et sociale du Mali en général et de Caille en particulier. Bahamé laisse derrière lui une quinzaine d'enfants et 66 petits-fils. Consuto Kanouté, Ibrahima Dao. Le Gorko Torodo, de par son père, le Djawando, de par sa mère, Al-Poular, de par sa culture et sa langue, le Baobab, le sage, la boussole, le patriarche, Ouba Amé, oui, il était affectueusement surnommé ainsi. El Hadj Amenyang était le bon samaritain de tous les jours, le gestionnaire de tous les temps des conflits communautaires, le réceptacle des illustres hommes de Dieu, que dire, le franc conseiller de tous les pouvoirs politiques et militaires au Mali indépendant. Sa mort a bouleversé le Mali entier, également au-delà de nos frontières. La réalité implacable est là.
Un coup dur pour les autorités, la population, surtout ses enfants. Bahamé, comme tu es communément appelé, tu nous as légué un lourd héritage, car nous nous évertuerons à t'imiter en vue de perpétuer tes œuvres et tes idéaux, même si nous sommes convaincus que tu restes inégalable. Tu étais un père exemplaire, un éducateur permissif, mais aussi punitif. De notre aîné Haman au Benjamin Papa, en passant par les autres frères et sœurs, tu nous as éduqués avec une main de fer dans un gant de velours, car tu as tous aussi utilisé les bâtons comme la carotte selon les circonstances. Père, tu avais de la tenue et de la retenue, car tu étais conscient de la gravité et de la douleur des charges qui pèsent sur le notable que tu étais. Sa vie était consacrée pour les hommes de Dieu. Un homme, je le compare à mon maître, Almami Flefeu, Almami Guinjo. Ils ont toujours lutté pour ces pays, ils ont aimé ces pays, ils ont l'amour de ces pays. C'est-à-dire que leur première préoccupation, c'est les pays. Le chef de l'exécutif régional a retracé le parcours exemplaire du disparu dans son oraison funèbre. Améniang, né en 1929, a consacré sa vie entière à cette ville, à cette région et à son pays. Il a grandi et vécu en servant toujours plus que lui-même, sa communauté, le Mali, sa foi et l'humanité tout entière. Opérateur économique avisé, il a présidé la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille de 1972 à 1998 et fut membre du Conseil économique, social et culturel. Durant plus d'un quart de siècle, il a contribué à structurer, renforcer et organiser le commerce dans notre région. Son engagement était guidé par la conviction que la paix est le fondement de tout progrès. Il fut surtout un ami fidèle de l'administration, un père, un conseiller pour les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de cette région. Son expérience, sa sagesse, sa disponibilité et son sens du devoir furent pour nous tous une source d'inspiration et un repère. Améniang a été connu par la charité, par le patriotisme et par l'amour de son prochain et surtout par la largesse. Un grand homme de ce genre dans une république, lorsqu'il tombe, il est nécessaire que la République soit là, à ses côtés, et que sa reconnaissance soit aussi connue par tout le monde. Il a laissé une famille éduquée, une famille patriote, une famille qui ne va jamais trahir la cause du Mali. Durant toute son existence, jusqu'à sa mort, le chevalier de l'Ordre national du Mali, depuis les années 80, a gardé tous les grands événements des temps modernes, illustrés par des photos agrandies et encadrées dans son salon, qui a aujourd'hui l'allure d'un précieux musée de notre époque. La prière funèbre a ensuite été accomplie, suivie de l'inhumation dans la sobriété et la dignité, conformément à la tradition. Bahamé, dors en paix. Et suite au décès du patriarche El Hadji Améniang le dimanche 30 novembre 2025 à Dakar, Sénégal, le Haut Conseil islamique du Mali exprime sa profonde douleur à la famille d'El Hadji Améniang et à l'ensemble de la population malienne pour la disparition de cette figure emblématique de l'islam à Caille. Tout le Haut Conseil islamique du Mali prie Allah pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu qui a été retiré de l'affection de sa famille et de toute la communauté musulmane au Mali. Paix à son âme. Amen. La cohésion nationale est une nécessité pour avancer face aux défis communs, disaient nos grands-pères. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau rendez-vous de l'information. À 13h, retrouvez Aïchi Baba Keïta et pour ma part, au plaisir de vous retrouver à 20h. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis,